Bonsoir, bienvenue dans l'émission Parlons d'Europe, proposée par la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct, Tours Centre-Val de Loire. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean Rossetto, professeur de droit à l'Université François Rabelais de Tours, qui va nous parler de l'espace Schengen. Bonsoir, Monsieur Rossetto. Bonsoir. Alors, donc l'espace Schengen, c'est d'actualité en ce moment, mais c'est un espace qui est assez mal connu de nos concitoyens européens. Et je pense qu'il serait bien que nous ayons quelques explications sur ce que c'est. C'est un espace qui est né en 1985, je crois, à la suite des accords de Schengen, et qui est entré en vigueur en 1995, il me semble. Si vous pouviez revenir un petit peu sur un petit historique. Oui, l'initiative des États date de 1985 où il a été décidé d'aller vers la libre circulation à l'intérieur de ce qui était la communauté économique européenne à l'époque. Un tout petit nombre d'États s'est engagé dans cette voie, pas tous. Il y a eu un élargissement progressif des participants à ce dispositif. À l'heure actuelle, on a quand même un grand nombre d'États qui ont rallié les principes de Schengen, dont on va parler dans quelques instants, qui sont maintenant 26 États au total qui participent à Schengen, avec cette caractéristique qu'il y a certains États membres de l'Union européenne qui n'en font pas partie, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, c'est le cas du Royaume-Uni ou de l'Irlande, soit parce qu'on considère qu'ils ne remplissent pas encore les conditions, c'est le cas de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Croatie et de Chypre. Mais en revanche, on a des États qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui participent à Schengen. C'est le cas de l'Islande, de la Norvège, du Liechtenstein et de la Suisse. Étonnamment. Alors, vous nous avez parlé des conditions d'entrée justement dans l'espace Schengen, que certains États membres de l'Union européenne ne remplissent pas encore. Quels sont les critères justement d'entrée ? Les critères d'entrée, c'est la capacité à assurer de façon satisfaisante le contrôle aux frontières dites extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire les contrôles qui mettent en liaison l'Union européenne avec des États tiers. Et donc, on considère, pour prendre l'exemple actuel, que la Roumanie et surtout la Bulgarie ne sont pas en mesure d'assurer efficacement ces contrôles. C'est un peu le même problème pour Chypre, parce que Chypre est divisée en deux parties, l'une étant occupée par la Turquie. Voilà. Mais je voudrais revenir sur les principes de base qui sont extrêmement simples. Schengen, c'est la libre circulation à l'intérieur des États qui ont accepté d'y rentrer. Et c'est donc la disparition des contrôles aux frontières intérieures de cet ensemble, avec report des contrôles aux frontières extérieures dont je parlais tout à l'heure. Mais évidemment, on peut immédiatement s'inquiéter de cette disparition des contrôles aux frontières intérieures. C'est à mon avis une inquiétude qui n'est pas du tout justifiée dès lors que la Convention de Schengen dont vous parliez tout à l'heure, la première, et elle a été reprise dans les traités actuels, comportait 142 articles, 2 étant consacrés à la disparition des contrôles et à la libre circulation, tous les autres étant des mesures dites de compensation, de sécurité, qui sont extrêmement variés. Par exemple, la coopération judiciaire, la coopération policière entre les États, le droit de poursuite des polices d'un État à l'autre. Donc, lorsque vous dites de compensation, ça veut dire qu'en compensation justement de la fin de ces frontières intérieures, de l'abolition de ces frontières intérieures, les États donc, qui sont membres de l'espace Schengen s'engagent, eux, en contrepartie, à renforcer leur contrôle aux frontières extérieures. Bien sûr. Et d'autre part, ils s'engagent aussi à coopérer dans la gestion de l'ensemble ainsi constitué, notamment, j'évoquais tout à l'heure, la coopération policière et judiciaire, qui se traduit très très concrètement, je prends quelques exemples qui me viennent comme ça à l'esprit, par l'existence aujourd'hui d'un mandat d'arrêt européen qui permet de se saisir d'un délinquant dans tout l'ensemble Schengen sans difficulté, dans les meilleurs délais. Et puis, il y a également, et ça c'est d'une importance capitale dans le dispositif pour la sécurité,
ce qu'on appelle le SIS, le système information Schengen, où sont collectées des millions de données concernant les personnes qui sont en situation de passer les frontières européennes, d'entrer dans l'Union européenne. Sont-elles des délinquants avérés? Ont-elles l'interdiction de séjour dans l'Union européenne, etc. Très bien, merci pour toutes ces premières explications. Nous allons nous retrouver tout de suite après la pause. RCF. À 13h45 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Elzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi à 13h45. RCF. Nous voici à nouveau en compagnie de Jean Rossetto, professeur de droit à l'université François Rabelais de Tours, qui nous parle de l'espace Schengen dans l'émission Parlons d'Europe. Donc, vous êtes revenu, monsieur Rossetto, donc sur le traité les accords de Schengen, les conditions d'entrée et sur les différents dispositifs de compensation, justement, en compensation de la disparition des frontières intérieures. Des contrôles aux frontières, les frontières subsistent. Les frontières subsistent, donc ça c'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression qu'avec l'espace Schengen, nous n'avons plus de frontières. C'est un petit peu la crainte, je pense, des citoyens européens, c'est que nous n'ayons plus de frontières. Or, comme vous l'avez bien expliqué, les frontières, il n'y a plus de frontières à l'intérieur des États membres, entre les États membres de l'espace Schengen, mais il y a toujours bien des contrôles importants aux frontières extérieures. Oui, alors là, c'est une polémique assez fréquente qui porte sur le point de savoir si les États qui sont en charge de ces frontières extérieures, et tous les États membres sont en charge des frontières extérieures, lorsqu'on arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en France, on est à une frontière extérieure de l'Union européenne si on a pris un avion en dehors de l'Union européenne. Tout à fait. Bon, donc le contrôle sur ces frontières est assez problématique dans certaines régions de l'Union européenne, il faut le reconnaître. Il y a des points pour lesquels la situation est assez délicate. Je pense au sud de l'Italie avec la traversée de la Méditerranée par un certain nombre de personnes en provenance du continent africain, libyens bien sûr, mais pas simplement, érythréens, somaliens, etc. Il y a également une difficulté majeure du côté de la frontière extérieure de la Grèce, dans sa frontière avec la Turquie, où là aussi transitent un certain nombre de migrants. Ce sont d'ailleurs deux pays qui ont travaillé ensemble lors de leur présidence sur les questions de l'immigration et des frontières, des contrôles de ces immigrants clandestins. Bien sûr. Et là, il existe un dispositif que l'Union européenne a mis en place pour porter assistance aux États qui sont en difficulté, comme la Grèce ou l'Italie. C'est ce qu'on appelle Frontex. C'est un organisme qui a été créé en 2004, qui est composé de gardes-frontières des États membres et qui constitue un corps d'intervention spécifique qui peut intervenir pour justement soutenir un État qui est en difficulté aux frontières extérieures vis-à-vis d'un phénomène migratoire massif. Et est-ce que, par exemple, cette agence Frontex peut demander aux États de leur transmettre des données, comme vous nous parliez tout à l'heure du système d'information? Frontex participe à la surveillance avec la Commission européenne et avec les autres États membres de la manière dont un État assure précisément la gestion de la frontière extérieure. Donc Frontex a un droit de regard tout à fait important là-dessus. Mais je voudrais quand même juste donner une petite précision qui a son importance, me semble-t-il. C'est qu'on connote assez vite frontières extérieures et immigration illégale dans l'Union européenne en disant voilà, c'est ici que se situe le problème majeur de l'Union. C'est totalement faux. En vérité, la majorité la plus importante des personnes qui sont en situation irrégulière dans l'Union européenne sont entrées régulièrement dans l'Union européenne. Et donc, le problème, c'est plutôt de s'assurer des conditions dans lesquelles ces personnes sont entrées et des conditions dans lesquelles on peut les faire ressortir. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de mettre en place un dispositif spécifique qu'on appelle les frontières intelligentes, c'est-à-dire l'enregistrement de toute personne qui passe la frontière extérieure pour que toutes les polices des pays de l'Union européenne puissent constater que cette personne n'a pas satisfait à l'exigence de ressortir dans les délais de l'Union.
Et est-ce que ces dispositifs d'information, d'échange d'informations fonctionnent bien à l'heure actuelle, hein? Alors, ce sont des dispositifs qui sont d'abord vraiment très très conséquents. On a le système d'information Schengen avec les données dont je parlais tout à l'heure. On a, s'agissant des demandeurs d'asile, le système Eurodac qui consiste à centraliser les empreintes digitales des personnes qui demandent l'asile dans l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas de fraude à l'asile. On a également, depuis 2013, le système Eurojust qui est un système de connexion des organismes nationaux en matière de contrôle des frontières. Donc tout cela est mis en œuvre. Une des difficultés qui apparaît clairement encore aujourd'hui, c'est que les États sont réticents à donner de l'information aux autres États. Dans le système Europol, par exemple, qui permet la collaboration de toutes les polices des pays de l'Union européenne, on s'aperçoit qu'il y a 4 États qui fournissent 80% des données à Europol. Oui, en effet, c'est assez peu. Donc ça donne une idée des réticences étatiques en la matière. Et lorsque l'on dit qu'on lutte pas très bien en Europe contre des phénomènes, par exemple contre le terrorisme international, c'est pas tant lié au dispositif Schengen qu'à la manière dont les États se comportent. Oui, donc en fin de compte, si le dispositif Schengen venait à être aboli, est-ce que cela serait plutôt positif ou négatif, hein? Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de la liberté de circulation, ce serait une formidable régression. C'est la plus belle conquête de l'Europe que d'avoir permis de circuler librement. Du point de vue de la lutte contre l'immigration illégale, si c'est ça que vous avez à l'esprit, rien ne démontre que ça donnerait des résultats positifs. D'abord parce que dans les affaires récentes qui ont défrayé la chronique, on s'aperçoit que les personnes, notamment je pense à M. Koulibaly, ce sont des gens qui n'ont jamais quitté la France et qui ont toujours été en France. Donc ce n'est pas un problème de frontière en ce qui les concerne. Et j'ajouterais que dans les problèmes que l'Angleterre a connus en matière de terrorisme, eh bien c'est dans l'espace Schengen auquel elle ne participe pas qu'on a arrêté les terroristes. En effet. Donc, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises aujourd'hui sur l'espace Schengen. Merci beaucoup, Monsieur Rossetto, pour toutes ces explications. Et donc, je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine fois peut-être, j'espère. Et merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir dans Parlons d'Europe.